25 mai 2005. La police tombe sur une déclaration inattendue en interrogeant les voisins de la famille Almeida. L'un d'eux, un vieil homme nommé João, raconte qu'approximativement le 15 mai vers 1h du matin, il a remarqué une fumée étrange qui sortait du jardin de cette famille. La fumée était dense et l'odeur était si pénétrante qu'il pouvait la sentir même à travers la fenêtre. Pas seulement une odeur de feu de camp, mais quelque chose de chimique, comme si quelque chose de non naturel brûlait. Et ce n'était pas la seule chose étrange. Et en plus, ce n'était pas seulement de la fumée, continue-t-il en jetant un regard vers la propriété. C'était une sorte de chaleur inhabituelle, comme si quelqu'un essayait de brûler quelque chose, mais pas dans le feu, mais dans la fumée. J'ai même pensé que quelque chose n'allait pas avec eux. L'enquêteur note toutes ces paroles et décide d'inspecter le terrain. Il va au jardin et remarque immédiatement une image étrange dans le coin arrière, de la terre fraîchement creusée. Comme si quelqu'un avait été pressé, avait littéralement arraché un morceau de terre et l'avait rapidement recouvert. Mais ici, quelque chose ne va pas. Il n'avait pas plu. Et l'odeur qui restait dans l'air ne provenait clairement pas de terre fraîchement excavée. Quelque chose est caché dans cette partie du jardin. Face à ces faits douteux, l'enquêteur décide d'agir. Il obtient un mandat de perquisition pour les excavations. Tout pointe vers une chose. Quelque chose est caché sous ce morceau de terre. Et si ce n'est pas seulement des déchets, alors quoi? Sous ce morceau de terre, il aurait pu y avoir n'importe quoi. Des déchets, des cendres après des travaux de jardinage. Mais pourquoi précisément ce jardin a-t-il éveillé l'intérêt? Parce qu'Almeida n'avait pas de raison pour des bizarreries. Sur papier, tout était en ordre. La famille était visible. Leur propriété était exemplaire, pas problématique. D'abord les faits. Certification de la mairie, propriété agricole, 5 générations. La propriété est enregistrée au nom de João Almeida, 45 ans, résident local sans dette ni sanction. Il est enregistré comme membre du conseil municipal. Présence aux réunions. Stable. Aucune plainte. Participation à la coopérative agricole. Mention actif. Inès Almeida, 42 ans. Femme au foyer. Dans le livre des dons de l'Église, son nom apparaît à côté des dates de fête. Les voisins décrivent la maison comme tranquille. La cour est fermée par de simples portails métalliques. Accès propre, sans trace de machinerie constante. Tout semble routinier. Les documents domestiques disent la même chose. Contrat d'électricité sans retard. Facture d'eau, consommation modérée, typique d'une famille qui y vit toute l'année. La camionnette de João, vieille mais entretenue, contrôle technique passé à temps. Concernant l'inventaire d'engrais, seulement l'assortiment de base, salpêtre, chaud. Rien qui nécessiterait un permis spécial. Dans la remise, des outils que possède tout agriculteur. Pelle, houe, scie, hache. Aucun signe d'achats inhabituels ces derniers mois. La caractérisation de l'école consolide l'image du monde normal. Le fils, Thiago, 16 ans, étudie bien, joue pour l'équipe de football scolaire. Aucun conflit avec les professeurs. La fille Sofia, 8 ans, fréquente l'école primaire. Lors des réunions, Inès s'assoit toujours au premier rang. Familles exemplaires, participent toujours à la vie scolaire. Ainsi dit la citation du directeur en haut de la caractérisation. Photo de la foire scolaire. Inès à la table, avec des biscuits faits maison. João sur le parking, régulant les voitures des parents. Certificat de participation à la foire du village. Les mêmes noms. Là où ils doivent être, les Almeida apparaissent ponctuellement. Même les petits détails s'additionnent à la même chose. À la porte d'entrée, l'horaire du facteur, soigneusement recopié par Inès. À la fenêtre de la cuisine, moustiquaire vérifié.
Le soir dans la maison, lumière tamisée. Pas de visite d'étrangers, pas de sortie nocturne. Selon les déclarations des membres de la communauté de l'église locale, le dimanche, ils s'assoient toujours au même endroit, à gauche de l'allée, 3e banc. Ainsi disent toutes les sources qui indiquent normalement la stabilité. École, communauté, coopérative, services municipaux. La famille, comme un standard du manuel. Pourquoi est-ce important ? Parce que précisément cette perfection sur papier rend toute déviation sur le diagramme notable. Quand en un endroit tout est nivelé, un détail étranger frappe plus l'œil. Odeur étrange en mai, ce n'est plus des déchets. C'est un événement qui ne s'inscrit dans aucune de leurs routes habituelles. Les gens qui vivent si régulièrement aiment l'ordre. Ils font rarement des feux de camp nocturnes, et ils ne cachent certainement pas de la terre fraîchement creusée sous les roses le lendemain. Au tableau s'ajoute une ligne de plus des caractérisations, mais du journal de service. 18 mai 2005, la famille Almeida dépose une déclaration de disparition pour Sofia. Formulation standard. Il est indiqué qu'elle est partie le matin et n'est pas revenue le soir. João et Inès répondent calmement, sans précipitation. À l'école, une note est classée. Absente sans motif valable. Le policier de secteur fait une note sur la conversation. Sur la propriété, ordre. Dans le coin arrière du jardin sont plantés de nouveaux rosiers. Ceci est documenté comme embellissement. À l'époque, cela ne rend personne méfiant. Ainsi se crée le monde normal, composé de certifications et de diagrammes. Maison sans dette, parents sans conflit, enfants à l'école, réputation irréprochable. Tout semble nivelé jusqu'à ce qu'apparaisse cette fissure de mai. Déclaration le 18 et récit du voisin sur la fumée nocturne quelques jours avant. La construction parfaite se fissure. À partir de ce moment, la vérification standard se transforme en enquête. D'abord, conversation répétée, puis tournée chez les voisins, et seulement après, ce regard sur le coin arrière du jardin, où sous les roses la terre gicle, inhabituellement nivelée. Terre nivelée sous les roses, c'est plus tard. L'histoire officielle commence plus tôt. 18 mai 2005, 11h, entrée du bureau. Sur le seuil, João et Inès Almeida. Leur déclaration est enregistrée comme protocole numéro 23A. Formulation, ordonnée, sans mots inutiles. Notre fille, Sofia Almeida, 8 ans, s'est enfuie de la maison, présumément dans la nuit du 17 mai. Motif inconnu. Les deux signatures sont là, écriture différente, ligne droite. L'extrait des champs du protocole semble typique. Date et heure de réception. 18 mai 2005, 11h. Demandeur. Couple. Almeida. Résidence permanente. Circonstances. Lors de la vérification de la chambre le matin du 18 mai, l'absence de la fille a été constatée. Fenêtre et porte d'entrée fermées. Aucune trace d'effraction détectée. Aucune note. Motif présumé du départ. Inconnu. Direction possible. Non indiquée. En plus, une photo actuelle du dossier scolaire est jointe. Dans la colonne « État dans la famille », sans conflit. Manuscrit. Noté. Maison prospère. Le ton de conversation maintient le calme. João parle brièvement, répond dans l'ordre. Inès confirme, hoche la tête, corrige parfois la formulation. Il remarque qu'ils ont découvert l'absence le matin, vers 7h. On cherchait dans la maison, dans la cour, n'ont pas demandé aux voisins, pour ne pas faire de bruit. N'ont pas appelé l'école, encore trop tôt. À la question précise sur les bruits nocturnes, tous deux répondent pareil. Silence. Il est indiqué que dans la chambre il y a de l'ordre. Le lit est lisse,
Dans le couloir, les chaussures sont à leur place. Aucune trace d'empaquetage d'affaires, aucune nouvelle de connaissance. Après l'enregistrement, la procédure standard est initiée. Affaire sur la disparition d'une mineure, commencée. C'est une formule, mais derrière il y a des étapes concrètes. La recherche va au département du district. On vérifie les hôpitaux, la gare routière, la petite gare ferroviaire en périphérie. Le policier de secteur esquisse le premier itinéraire. Maison, chemin vers l'école, magasin au carrefour, terrain vague derrière l'atelier. Parallèlement, la première inspection de la maison est convenue. Fenêtres, portes, cour, bâtiment de service, sans incident selon instruction. Dans la coopérative locale, le gardien est prévenu. S'il voit la fille, appelez immédiatement. Sur papier, tout ressemble à de l'agitation matinale ordinaire. Ligne claire, colonne correcte, note en marge. Famille sans hystérie. Explication ordonnée. Le motif du départ, ils ne peuvent pas le nommer. Ainsi commence chaque cas similaire, avec des formulations formelles et premiers cercles de recherche. Mais précisément ici apparaît la discordance qui devient ensuite l'essentiel. Déclaration sur fugue, avec date 18 mai, et récit du voisin sur fumée nocturne quelques jours plus tôt. Ces deux lignes ne concordent pas. Plus loin, vérification de chaque étape, conversation répétée, et puis retour à la propriété, à ce coin arrière du jardin, où les roses sont plantées trop uniformément. Avant de toucher la terre sous les roses, l'enquêteur fait un pas fondamental, conversation répétée avec les parents. Première question, comment ils décrivent Sophia? Les réponses concordent en sens et ton. Jouan dit brièvement « C'était un enfant difficile ». Inès hoche la tête. Elle avait un caractère compliqué. Les explications sonnent générales. Pouvait se vexer sans raison, se renfermait, se disputait. À la question s'il y avait des fugues, non, mais pourrait. Intonations uniformes, pose ordonnée. Mains sur les genoux, doigts entrelacés. Ni hâte, ni agitation. Plus loin, comparaison avec ce qui est vérifiable. À l'école va une demande officielle. Arrive une caractérisation écrite sans émotion. Sophia Almeida, élève tranquille, silencieuse, persévérante dans les tâches. Aucun conflit avec les camarades et les professeurs. Dans le registre, note stable. Aucune absence jusqu'au 17 mai. Les remarques sur le comportement manquent. La professeure principale ajoute des détails quotidiens. Dessine pendant les récréations. Ne refuse pas de participer aux célébrations matinales, dans les groupes de travail. Dessin les mercredis. Le professeur de sport fait une notation. Dispensé de certains exercices sur certificat médical. Conflit, aucun. Dans le couloir de l'école sur le tableau, photo de la foire, Sophia à la table avec des travaux manuels, à côté d'elle les camarades de classe. Tout cela correspond à l'image précédente du monde normal, pas à la thèse enfant difficile. L'enquêteur fixe encore un détail, plus dans les papiers, mais dans le comportement des demandeurs. Comportement des parents calmes, distants. Réaction émotionnelle à la disparition de l'enfant absente. C'est une note dans le rapport de service. Elle est sèche, mais frappante. Inès parle doucement, regarde la table. Jouan répond rapidement, sans question de précision aux policiers. Il ne demande pas qui dirigera la recherche, quand ils commenceront, arrêts et bandes forestières à vérifier, comment organiser les volontaires. Ils ne décrivent pas les chemins habituels de la fille, n'insistent pas sur un tour immédiat du voisinage. Leur discours est précis, mais sans détails personnels. Dans les pièces de la maison, ordre. Dans l'entrée, les chaussures sont en ligne. Dans la cuisine, pas de tasse, avec le thé d'hier. Propreté sèche et phrases correctes. Parallèlement, le policier de quartier collecte les premières réactions. Les voisins parlent d'une famille tranquille. Les conflits n'étaient pas visibles. Personne n'a vu la fille sortir seule tard le soir.
dans la rue près du magasin. Pas de caméra, c'est la périphérie de la ville. Les bus passent rarement le matin. Les conducteurs ne se souvenaient de personne. C'est-à-dire, les confirmations extérieures du départ de son propre chef n'existent pas pour l'instant. L'image de l'enfant difficile ne se maintient que par les paroles des parents. Les papiers ne la secondent pas. Ainsi apparaît la première preuve. Pas pièce à conviction et pas chiffre, mais discordance entre paroles officielles et réalités vérifiables. La description du caractère compliqué ne correspond pas à la caractérisation de l'école. L'absence d'émotion ne correspond pas au moment où la déclaration de disparition a été faite. Ce n'est pas encore une preuve, mais déjà une raison de changer l'optique. La famille passe de la colonne « victime » à la liste de ceux dont les paroles doivent être vérifiées ligne par ligne. Plus loin, change la manière d'agir. Au lieu d'un large ratissage des champs, un regard plus dense sur maison et cour. Inspection répétée des pièces, verres des fenêtres, portes d'entrée. Fixation d'odeurs et traces dans les bâtiments annexes. Comparaison du temps au téléphone dans le vestibule et au vieux réveil près du lit de Sophia. Et puis, retour au terrain, là où de nouvelles roses sont plantées et la terre repose trop uniformément. Exactement là, l'enquête obtient la chance de passer des paroles aux traces matérielles. Exactement là, l'enquête obtient la chance de passer des paroles aux traces matérielles. Mais avant de toucher la terre, l'enquêteur fixe le comportement de la famille. Pourquoi sont-ils si calmes lors d'une disparition officielle ? À partir de ce moment, le focus se déplace vers les parents. Dans le rapport apparaît une ligne simple. Les parents ne participent pas à la recherche, n'appellent pas amis et connaissances, ne collent pas d'annonces. Journal téléphonique vide, pas d'appel en série à l'école, pas chez les voisins. L'officier de service note « Ne pose pas de questions sur le déroulement de la recherche ». Le soir, quand les volontaires se rassemblent près du magasin, Juan et Inès ne viennent pas. La cour est fermée. Lumière dans la maison tamisée. Le 20 mai, on remarque Inès au centre de jardinage sur la route. La caissière se souvient de l'achat. Bêche, gants, sac de terre, 2 plants de roses, paquet d'engrais, paiement en espèces, achat pour embellissement 2 jours après la déclaration de disparition. Le 21 mai, la voisine dit qu'elle a vu du travail de jardinage sur le terrain. Rythme tranquille, sans hâte. Là sont aussi portés des sacs vides, empilés soigneusement près de la remise. Le 22 mai, Juan est présent à la réunion du conseil municipal. Au procès verbal, questions ordinaires, irrigation, chemin vers la ferme, distribution de carburant pour la coopérative, noté comme présent, à voter. Pas de congé, pas de commentaires sur les circonstances familiales, le même jour à la maison calme. Les volontaires continuent la ronde, mais les propriétaires ne sortent pas vers eux. Pas de tract imprimé au portail. Dans la cuisine, chez Almeida, ordre. Calendrier au mur, sans annotation. Recherche, sans téléphone. Qui appelait ? Les mots « caractère difficile » restent dans le sténogramme, mais les actions réelles parlent d'autre chose. Pas de panique, pas de tentative d'élargir le cercle de recherche. En revanche, il y a achat d'outils et retour au plan de réunion. Pour des proches qui cherchent, c'est atypique. Pour ceux qui essaient de maintenir la façade, tout sous contrôle, logique. À ce moment, l'enquêteur tire une conclusion de travail. Le comportement des demandeurs est la première preuve indirecte. Pas pièce à conviction, mais marqueur. Juan et Inès Almeida deviennent des figures non officielles, mais principales d'attention. Plus loin, vérification des justificatifs et routes, inspection répétée des bâtiments annexes et retour au coin arrière du jardin, où de nouvelles roses cachent une couche de terre trop uniforme. Le retour au coin arrière du jardin est reporté d'une demi-journée. D'abord, comprendre ce qui s'est passé dans la famille avant la disparition.
par les canaux, vont des demandes aux institutions médicales. La réponse arrive de la clinique de Bragança. Fin avril, y fut enregistrée une visite de la famille Almeida. L'extrait est sec. Date 28 avril 2005. Patient Sofia Almeida. Cabinet de dermatologie. Diagnostic: maladie héréditaire rare de la peau. Recommandé observation et régime ménager. Lignes séparées. Conversation avec accompagnant. Dans le protocole d'interrogatoire du médecin numéro 18B apparaît plus tard la phrase « J'ai mentionné que la pathologie est génétique. » Le père, João Almeida, a posé beaucoup de questions sur l'hérédité, était tendu. Précision: quelles analyses confirment si elle se transmet par la lignée paternelle ou maternelle? Comment exactement la source peut être déterminée? Le médecin remarque: la mère se taisait, regardait le sol. Le père posait des questions rapidement, interrompait. Ce fil médical s'ajoute au déjà connu. Dans la carte scolaire, il y a une note sur dispense d'une partie des exercices pour raisons de santé. Les dates coïncident. Début mai, à la pharmacie municipale sont enregistrés des achats ordinaires. Crème, bandage contre irritation, sans ordonnance. Rien d'urgent. Mais le fait du diagnostic ressort du petit tableau tranquille, où la famille est sans conflit et caractère difficile, ne sonnent que des bouches des parents. L'enquêteur note: entre l'enregistrement médical du 28 avril et l'annonce sur partir de son propre chef du 18 mai, passent exactement 3 semaines. Le médecin parle de génétique. Le père se concentre sur l'hérédité. Dans le comportement de la famille, ces jours-là, il n'y a pas de signe de panique, mais en revanche, un ordre dur du quotidien. À ce moment, le diagnostic ne prouve rien à lui seul, mais il devient point d'orientation centrale. Exactement autour de lui sont vérifiées versions, motifs et paroles des demandeurs. Avec cet arrière-plan, s'enfuir cesse de ressembler à une ligne indépendante. L'affaire se déplace vers la maison, vers les conversations fin avril, vers les nuits mi-mai, et plus loin, vers ces roses dans le coin arrière, où une couche de terre trop uniforme attend déjà une base formelle pour des fouilles. Pour la demande de fouilles, il faut un arrière-plan solide. Ne le donnent pas seulement les roses dans le coin arrière. L'enquêteur regarde le deuxième enfant dans la maison, Thiago. Si dans la famille tout est tranquille, son comportement le montrera. Sinon aussi, l'interrogatoire est mené officiellement en présence d'un psychologue. Le protocole fixe sèchement. L'adolescent est assis avec les épaules tombantes, regarde un point. Aux questions de base, répond par monosyllabe « Je ne sais pas »,« Je ne me souviens pas »,« Je n'ai pas vu », pause longue, voix basse, paume moite, tremble de la jambe sous la table. Yeux rouges, mais pas de traces de larmes récentes. Ils essaient de passer au quotidien. Quand as-tu vu ta sœur pour la dernière fois? Le soir. De quoi avez-vous parlé? Je ne me souviens pas. Y a-t-il eu des disputes à la maison? Non. À la question, s'il avait entendu quelque chose d'inhabituel la nuit, encore, je ne sais pas, et inspiration vive. Le psychologue demande une pause et propose de l'eau. La réaction est uniforme. Regard sur la table, épaules encore plus basses. Le contact ne s'établit pas. Comme document séparé va la conclusion du spécialiste. Formulation sans évaluation. Le sujet montre des signes de troubles de stress aigu. On observe stupeur, évitement de sujet, réaction de panique aux questions précises, haute probabilité d'intimidation. Dans les notes, détails quotidiens. Dort mal, sursaute au bruit fort, évite le contact visuel avec les parents. Le psychologue recommande une conversation répétée sans présence de la famille. La conversation répétée n'aura pas lieu. Les parents sont catégoriques.
stress. Laissez-le tranquille. Ils exigent d'interrompre l'interrogatoire et se basent sur le droit de protéger le fils de la pression. Formellement, c'est permis, mais dans le dossier entre encore une ligne, les demandeurs entravent la coopération du mineur avec le spécialiste. En conséquence, le calme des adultes et l'état de Thiago se différencient autant que leurs paroles de la caractérisation scolaire de Sophia. Son comportement ressemble plus à une réaction à un trauma sévère qu'à une inquiétude ordinaire pour un départ de son propre chef. Pour l'enquête, ce n'est pas une preuve, mais un marqueur important. C'est suffisant pour accélérer l'étape suivante. Obtenir la résolution et retourner au jardin, à ses roses et à la couche de terre trop uniforme. La résolution est obtenue. Matin du 26 mai 2005, dans la cour de la famille Almeida arrivent les criminalistiques. Ruban, trépied, fixation photographique. Point, coin arrière, où récemment furent plantées des roses. Exactement là, ils mettent la première bêche. Ce qui est caché dessous va maintenant devenir clair. Ils travaillent lentement. Enlèvent le gazon, couche par couche. À 30 cm, couche intermédiaire sombre, comme après un feu de camp. Odeur, pas comme de bois. Plus profond, vers 50 cm, la bêche rencontre de la cendre meuble. Le trou s'élargit. Dans la cendre, petit fragment blanc. Pas pierre et pas chaud. L'expert se penche, prend avec des pinces 2 morceaux, marque la taille sur la règle. L'expertise préliminaire sur place sonne sèche. Les objets ressemblent à des fragments d'os calcinés. Cendres et fragments sont emballés dans des sacs numérotés. La zone est divisée en carrés, tout autour est tamisé à travers un crible. Sur les cribles restent encore de telles particules blanchâtres. À côté, morceaux de terre carbonisés et traces de fusion, caractéristiques de haute température. Il fixe le contour du foyer. La profondeur et distribution de la cendre indiquent une combustion longue dans un trou creusé. Ce n'est pas un feu de camp de jardin pour l'herbe. Au procès-verbal est inscrite la formulation « Présumé, restes humains, découverts ». Sur place, silence. Les roses plantées dessus semblent une couverture. La couche de terre fraîche sur la cendre est uniforme, sans mélange naturel. À partir de cette minute, l'affaire change de statut. La plainte pour départ de son propre chef devient partie d'une autre image. Les matériaux vont au laboratoire, ADN sur fragments d'os, chimie de la cendre, recherche de traces de tissus organiques. En parallèle, le périmètre s'élargit, appentis, outils, lieu de stockage de carburant. Les parents sont informés de la décision procédurale. L'enquête passe des mots aux faits, et le point suivant dans la route est évident. Bâtiments auxiliaires, où auraient pu rester des traces de préparation et des outils qui ne correspondent pas au travail agricole ordinaire. Les outils de l'appentis sont envoyés au laboratoire avec le contenu du trou. La réponse aux questions principales, c'est l'expertise qui la donne. À qui appartiennent les fragments? Et qu'est-ce qui exactement brûlait dans le foyer creusé? Rapport du laboratoire judiciaire numéro 45E. Section objets osseux. Matériel, humain. État, fragments calcinés. Évaluation par zone de croissance. Âge 7 à 10 ans. Sexe, féminin. Analyse, ADN effectuée. Comparaison avec échantillon de contrôle d'objets personnels de Sophia montre coïncidence avec 99,9% de probabilité. Additionnellement, furent comparés des micro-échantillons avec vêtements de sa chambre. Résultat confirmé. Marqueurs de dégradation correspondent à exposition à haute température pendant plusieurs heures. Section cendres et sol. Détecter concentrations élevées de phosphate, calcium et produits de décomposition thermique de tissus organiques. Se trouvent particules carbonisées, inclusion fondue. Distribution des couches indique combustion dans un trou,
pas feu de camp superficiel. Traces de charbon de bois minimal. Foyer fut disposé intentionnellement. Dans le résidu de Tamis, fragments blanchâtres supplémentaires, morphologiquement correspondant à éléments de petits os. Section outils, appentis. Sur la lame de hache et de scie, traces microscopiques de sang. L'appartenance de groupe coïncide avec le groupe sanguin de Sophia. Sur les manches, traces de nettoyage récent, mais dans les creux sont conservées des particules brunes microfines, confirmées comme sang. Sur le sol de l'appentis sont fixées des micro-traces de suie, composition corelle avec cendre du trou. Conclusion. Résumé. Les fragments découverts dans le jardin appartiennent à un être humain de sexe féminin en âge enfantin. Comparaison génétique indique Sophia Almeida avec 99,9% de probabilité. Cendre contient signe de combustion de tissu organique humain. Sur outil de l'appentis furent détectées traces de sang avec groupe coïncident. Scientifiquement fixé, le corps de Sophia fut démembré et brûlé sur les terrains de la ferme. À partir de ce moment, la version départ de son propre chef est exclue du schéma de travail. L'enquête passe à un autre niveau. Mesures et procédurales contre João et Iné, saisie de vêtements, vérification de créneaux temporels et préparation aux confrontations. Point suivant. Interrogatoire, où chacune de leurs paroles maintenant se compare non avec des certificats, mais avec des chiffres du rapport numéro 45E. Le rapport numéro 45E barre la version « départ de son propre chef ». La réaction suit immédiatement. L'avocat de la famille Almeida donne une déclaration à l'entrée du département. Sophia fut enlevée. Les criminels l'ont tuée et ont mis les restes dans le jardin pour piéger les parents. João ajoute un détail. Il y a un vieux conflit avec le voisin à cause de la limite de propriété. C'est une nouvelle ligne. Elle doit être vérifiée. La police prend du rythme. Le voisin que João désigne donne une déclaration. Le soir du 15 mai, il le passe chez sa sœur dans la ville au-delà du col. Le temps est fixé par reçu de pharmacie et appel du téléphone de maison. Il y a 2 témoins. La route aller-retour est confirmée au procès-verbal entre le mot « alibi ». En parallèle, il regarde portes et serrures chez Almeida. Traces d'effraction manquent. Verrou de l'intérieur. Le voisin n'a pas de clé propre. Cour fermée. Sur la route non pavée, près de la propriété, pas de traces fraîches de voitures étrangères pour cette période. Aucun des voisins ne vit d'étrangers au portail. Activité nocturne dans le jardin il y eut, mais elle procédait de l'intérieur de la cour. C'est visible aux traces en direction de l'appentis vers le trou. La version enlèvement est vérifiée par protocole. Il n'y a pas un seul appel avec exigence, ni note, ni lettre. Extrait téléphonique de la famille propre. Conversation sur quotidien. Aucune connexion anonyme. À l'école, chez les amis, chez les enseignants. Personne n'entendit de conflit qui pourrait croire la passer en vengeance. Dans le périmètre des rues les plus proches, il n'y a pas de caméra, mais au poste de police manquent enregistrements de voitures étrangères la nuit à la date indiquée. Le foyer revient au lieu où ils trouvèrent la cendre. Le foyer est creusé à l'avance. La combustion dura longtemps. Dessus sont plantées des roses. Cela nécessite du temps et accès. Pour introduire matériel dans la cour, un étranger doit entrer la nuit, creuser, faire du feu, puis éliminer traces et partir le matin de sorte que personne ne le remarque. Un tel schéma ne trouve pas de confirmation. Ni bruit, ni phare, ni mouvement derrière les portails, dont les voisins auraient trop pu raconter. João répète sur vieille dispute. Mais le conflit lui-même s'avère de papier. Correspondance à la mairie sur poteau frontalier, sans menace ni plainte. Daté du printemps dernier. Depuis lors, silence. Le voisin n'est pas sur la liste, n'est pas impliqué dans crime, n'a pas de dette. Son alibi est stable. La version défensive ne se maintient que par des mots. Les traces matérielles s'affaissent.
Enlèvement n'est pas confirmé. Piège n'est pas visible. Il n'y a pas de facteur extérieur qui aurait mené une personne étrangère dans la cour fermée et au trou sous les roses, qui avait accès constant au jardin, la famille. La tentative de créer une fausse piste échoue. L'enquête revient à la seule ligne de travail. Action à l'intérieur de la maison et de la cour mi-mai. Ensuite, étape procédurale contre João et Inès, interrogatoire séparé et comparaison de leurs récits minute par minute avec les données d'expertise et d'achat. C'est exactement là que les détails commenceront à diverger, qui ne peuvent plus être cachés par des phrases générales. C'est exactement là que les détails cessent de se cacher derrière des phrases générales. L'interrogatoire répété est mené séparément. Il commence avec Inès. Sur la table sont posés 2 documents, rapport sur les restes et dossiers séparés, résultat du test génétique de parenté. La question sonne simple. Pourquoi pour la famille, la conversation sur l'hérédité était-elle si importante? Ensuite, seulement des faits. Conclusion des experts. L'ADN de Sofia correspond au profil d'Inès. Avec le profil de João, non. Formulation sèche. Paternité biologique de João Almeida exclue. Probabilité d'exclusion 99,9%. Cela explique la visite d'avril chez le dermatologue et les questions tendues sur l'hérédité. Inès écoute, baisse le regard, demande de l'eau, ne donne pas de commentaires. Dans le protocole apparaît une nouvelle ligne. Résultat de test de paternité présenté. Réaction. Silence. À partir de ce moment, le motif est documentairement fixé. Dissimulation d'une liaison extraconjugale et de ses conséquences. La version enlèvement perd son sens. L'ennemi extérieur disparaît. Il reste des personnes avec cour fermée, accès à la remise et au trou sous les roses. Ensuite, confrontation et vérification seconde par seconde de leurs récits avec les orodatages des expertises. C'est exactement là que non seulement les mots, mais aussi les actions commenceront à diverger. Ils sont amenés dans des cabinets différents. Sur chaque table, magnétophone, dossier avec rapport numéro 45E et résultat du test de parenté. La formulation sonne claire. Sofia n'est pas la fille de João par ligne sanguine. Que diront-ils quand le motif a été mis sur la table? Ils commencent avec João. Le protocole fixe la séquence. Enquêteur. Sofia n'est pas votre fille. Pause. 8 secondes. João Almeida. Ce sang n'est pas le mien. On lui montre des photos de la remise et l'inventaire des trouvailles sur les outils, d'où les traces. Travaillait à la maison. Où était Sofia le 15 mai? Silence. L'enquêteur compte le temps. 0h40. Lumière dans la remise. 1h10. Odeur de fumée chez les voisins. 6h20. Terre fraîche. Qu'est-ce qui a été brûlé? Déchets. Pourquoi la nuit? Plus pratique comme ça. Il ne discute pas avec les résultats du test et ne commente pas les cendres avec traces organiques. Répète toujours la même chose. Je n'ai pas touché. Ce sang n'est pas le mien. À la question de qui a planté les roses, la femme a acheté. J'ai aidé. Dans le cabinet voisin, Inès. On lui lit la conclusion sur les restes et séparément, exclusion de paternité. Enquêteur. Avez-vous avoué l'infidélité à l'homme? Inès Almeida. J'ai fait une erreur. Quand lui avez-vous raconté ça? Récemment. Qu'avez-vous fait avec la fille? Je devais tout corriger. Elle précise. La famille. Ah non. Question de ce que signifie corriger. Silence. Sa signature est sous le reçu du centre de jardinage du 20 mai. Pourquoi l'inventaire? Jardin, printemps. Pourquoi des roses sur de la terre fraîche dans le coin arrière? Couvrir le trou avec des déchets.
Le psychologue observe. Pas de pleurs, discours uniformes, regard de côté. Les confrontations posent des images fixes. La nuit du 15, étiez-vous à la maison ? Jouan hoche la tête. Avez-vous vu la femme ? Oui, dans la cour. Inès dit dans sa sténographie différemment « Je suis allé me coucher plus tôt ». À la question sur le fils, ils répondent à tous les deux pareil « dormait ». Puis ils demandent de ne pas le déranger. L'enquêteur rappelle « Avant, ils interdisaient l'interrogatoire répété de Thiago. Motif, stress ». Sur le magnétophone est fixé un « oui » simultané. Il n'y a pas d'aveu direct, mais dans le protocole entrent des phrases qui assemblent le tableau. Chez Jouan, reconnaissance du facteur formateur de motif. Ce sang n'est pas le mien. Accord avec le résultat du test et silence à la question clé sur la nuit du 15 mai. Chez Inès, je devais tout corriger et achat d'inventaire directement après la déclaration de disparition. Les fenêtres de temps correspondent avec les données d'expertise et l'observation des voisins. Le mur de silence se fissure et les lignes des époux cessent de coïncider. Ensuite, le cours est prévisible. L'enquête fixe les contradictions, obtient une arrestation temporaire pour vérification des déclarations et prépare un nouveau point de pression. Retour au seul témoin dans la maison. Prochaine étape, conversation avec Thiago sans présence des parents, avec protection et caméra. C'est exactement là que se construira minute par minute la chronologie de la nuit du 15 mai. Prochaine étape, conversation avec Thiago sans parents. Jour 27 mai 2005. Le psychologue informe. L'adolescent est prêt à parler. Cabinet, caméra, défenseur à côté. Sur la table, magnétophone et formulaire de protocole vide. Les parents n'avouent pas. Alors la vérité peut la donner celui qui était dans la maison la nuit du 15. Il commence par le simple. Dans le protocole, entre la première phrase « Le bruit m'a réveillé », Thiago précise l'heure. Vers minuit et demi. D'abord, j'ai entendu des chuchotements dans l'escalier, puis grincement de la porte vers la rue. Il va à la fenêtre et voit dans la cour 3 personnes. Ils étaient croisés près des plates-bandes. Le père parlait fort. J'ai entendu « sang étranger ». La mère pleurait. A dit « Je corrige tout ». Ces mots, il les répète 2 fois. Le psychologue fixe. Discours cohérent, longue pause, pas d'évaluations émotionnelles. Ensuite, il donne un tableau, minute par minute. Ils ont réveillé Sophia et l'ont menée dans la cour. Le père la tenait par la main. Dans le jardin, il l'a jetée au sol et l'a pressée vers le bas. Elle a essayé de se dégager, puis elle a cessé de bouger. Il n'utilise pas de mots durs. Dit « Elle s'est tue ». Puis, nouveau détail. Les parents l'ont soulevée et l'ont portée dans la remise. Ils ont fermé la porte de l'intérieur. Après quelques minutes de la remise, sort un martèlement sourd et un grattage aigu. Long, puis cela s'est tu. Ensuite, terrain dans le coin arrière. Ils ont porté quelque chose de la remise au jardin. Plusieurs fois. Là, il y avait déjà un trou creusé. Thiago remarque la lumière que le voisin a vue. Dans la remise brûlait la lampe. Dans la cour, la fumée était montée vers 1 heure. Il dit qu'il n'est pas sorti de la chambre, avait peur. Après, a senti brûler longtemps. Le matin, selon ses mots, maman a dit « Si tu dis un seul mot, ce sera pire ». Le psychologue fixe la réaction. Stupeur. Sursaut au mot « mot ». Le sténogramme se synchronise avec les données externes. Temps vers 1 heure se superpose avec l'observation du voisin de fumée dense. Description du trou fini correspond aux excavations. Cendre à environ 1 demi-mètre de profondeur et couche uniforme de terre au-dessus. Mention de lumière dans la remise, avec déclaration d'autres voisins sur l'activité nocturne. Phrase « sang étranger »
et « je corrige tout » correspondent à ce que diront plus tard João et Inès dans les interrogatoires. Route des mouvements, de la remise au coin arrière, correspond à la chaîne de traces dans le sol. À la fin de l'interrogatoire, Tiago demande que les parents ne soient pas dans le couloir. Il confirme qu'avant, il se taisait à cause de menaces. « Je pensais qu'on m'enverrait quelque part », fixe le protocole. Le psychologue recommande d'assurer la protection du témoin et d'interdire le contact avec les parents jusqu'au procès. Il signe l'enregistrement. À l'interrogatoire est joint l'audio. À partir de ce moment apparaît dans l'affaire ce qui manquait, un témoin direct. Ces mots ne laissent pas enlèvement comme version viable. Le tableau se ferme. Motif confirmé par test de parenté, action par expertise, chronologie par voix depuis la maison. Les déclarations de Tiago deviennent la preuve clé qui détruit la dernière ligne de défense. Ensuite, l'enquête a arrestation, reconstruction de la nuit minute par minute et préparation de l'acte d'accusation. C'est exactement à cette étape que passeront les matériaux de l'affaire. La reconstruction de la nuit s'assemble du sténogramme de Tiago. Elle ferme les lacunes et lie chaque minute aux actions dans la cour. Dans le protocole, pas d'émotion, mais des phrases courtes. Ce qu'il a vu et entendu. Les citations se suivent. Ils ont mené Sofia au jardin. Ensuite, sans description, le père l'a jetée au sol. Il a tenu les mains sur son cou. Elle ne bougeait pas. La mère était à côté. Elle regardait. Après, déplacement. Puis ils l'ont portée dans la remise. Derrière la porte, selon les mots de Tiago, a commencé le travail. J'ai entendu des bruits, des coups, puis si. Marque temporelle, vers 1h, correspond aux observations des voisins sur la fumée dense. Autre citation. Le matin, il y avait un feu de camp dans le jardin. Dans le sténogramme, il y a des détails qui se confirment par les preuves. Lampe dans la remise brûlait. Dans le protocole d'inspection est fixée une couche fraîche de suie au plafond. Trou était creusé à l'avance. Géométrie du foyer et distribution des cendres le montrent. On portait plusieurs fois. Dans le sol est suivie une chaîne de traces de la remise au coin arrière. Rose, plantée plus tard. Couche de terre fraîche sur les cendres uniformes, sans inclusion naturelle. Racines de plants récemment coupées. Les phrases principales correspondent aussi. Sans étranger. Pour João, je corrige tout. Pour Inès. Ces mots ont déjà sonné dans leurs interrogatoires et sont maintenant consolidés par la voix du témoin. Ensuite, la documentation parle d'elle-même. Conclusion d'experts, dans les cendres, fragments osseux calcinés, par ADN, Sofia. Sur H et Si, sang du groupe correspondant. Dans le rapport conjoint de biologie et chimie, traces de combustion de tissus organiques. Document médico-légal séparé fixe la cause de décès, asphyxie. Formulation directe, sans supposition, avec appui sur déclaration et ensemble de signes. Les déclarations de Tiago s'assemblent avec les matériaux de l'affaire comme un puzzle. Route, maison, hangar, fosse, confirmé. Fenêtre temporelle synchronisée avec observation des voisins et avec données d'inspection. Ces mots n'ont pas besoin de précision. En eux, il n'y a pas de version, seulement une séquence d'actions. Cela devient cette révélation qui manquait. Après avoir joint le sténogramme, l'enquêteur obtient des mesures procédurales. João et Inès Almeida sont arrêtés. On leur annonce les soupçons. Maisons et bâtiments économiques sont scellés. Ligne défensive, enlèvement, est suspendue. Facteur externe, manquant. Suite, étape technique. Reconstruction de la nuit du 15 mai par minute, recoupement des pièces justificatives, appel, mouvement. Et préparation de ce document qui enverra l'affaire au tribunal, acte d'accusation avec liste complète de preuves et citations du protocole de Tiago. Ce document sera la base de l'accusation. Suite, reconstruction officielle de la nuit du 15 mai.
sans version. Seulement temps, distance et action confirmée. 22 heures. Cour fermée. João et Inès emmènent Sofia au jardin. Marque temporelle, prise des déclarations de Tiago et traces quotidiennes. Dans le vestibule restèrent les horloges arrêtées à 21h58 après les avoir remontées les aiguilles continues. À 22h03 est au basset, datée la dernière entrée dans le bloc-notes de la cuisine. 22h05. Au plate-bande arrière se produit la suppression de résistance. Dans le résumé médico-légal est mentionné comme cause de décès l'asphyxie. Ce moment est fixé par les déclarations de Tiago et l'absence de bruit dans la maison après 22h07 selon les paroles des voisins derrière le mur. Traces de lutte dans la maison ne furent pas trouvées. 22h15. Le corps sans vie est porté au hangar. Distance. Environ 20 mètres. Dans le sol entre maison et hangar est découverte une chaîne de traces qui, par longueur de pas, coïncide avec les traces de João. Au verrou de la porte, traces de lubrification fraîches et microparticules de suie identiques à la composition du four. 22h30 jusqu'à 1h. Dans le hangar sont exécutées des actions de dissimulation. Outils. Scie et hache avec traces de sang qui par groupe coïncident avec Sofia. Sur les manches, traces de nettoyage frais. Au plafond de la lampe, suie qui se déposa pendant peu de temps. Cette phase est confirmée par les déclarations de Tiago et la fenêtre temporelle du travail d'éclairage. Le voisin d'en face vit de la lumière vers minuit. 1h jusqu'à 4h. Transport des fragments à la fosse creusée à l'avance dans le coin arrière du jardin. Distance, environ 30 mètres. Sur la route du hangar à la fosse sont suivis de multiples croisements de traces dans 2 directions. Dans la fosse même, couche de cendres à environ 50 cm de profondeur, dedans fragments osseux calcinés. L'analyse de cendres montra des produits de décomposition thermique de tissus organiques, phosphate et haute concentration de calcium. Le voisin fixe une fumée dense vers 1h. Cela coïncide avec le pic de combustion. Traces d'ajout de bois frais presque aucune. Four fut entretenu longtemps et uniformément. 4h30. Feu éteint. Fosse comblée. Dessus, couche de terre fraîche et plantation de roses. Cette étape est confirmée par le justificatif du centre de jardinage du 20 mai, traces de creusement récents ainsi qu'horizon de remblais uniforme sans inclusion typique pour la vieille terre. À 6h20, le voisin remarque ordre dans la cour et absence d'odeur de fumée fraîche. Four est déjà couvert. Sur les vêtements dînés, confisqués lors de la perquisition, particules fines de terre avec la même composition minérale que dans la couche au-dessus de la cendre. Heure diurne du 16 au 17 mai se déroule sans appel aux voisins et sans appel à l'école. 18 mai à 11h est déposée plainte pour départ arbitraire. À ce moment, dans la cour sont déjà plantées les roses, fait fixer par le policier de quartier comme embellissement. Chronologie des plaintes ne coïncide pas avec l'activité nocturne réelle sur la propriété. Aperçu de confirmation. Cause de décès. Asphyxie. Appartenance des restes. Sofia. Outils. Traces de sang du groupe correspondant. Four. Combustion dans fosse pendant plusieurs heures de durée. Mouvement. Traces du hangar au coin arrière. Les déclarations de Tiago coïncident avec chaque marque clé. Temps, lieu, route et phrases qui résonnèrent cette nuit. Ainsi, la séquence se présente ainsi. 22h, emmènent au jardin. 22h05, fin de respiration. 22h15, transport au hangar. 22h30, jusqu'à 1h, dissimulation de traces dans bâtiment économique. 1h jusqu'à 4h, incinération dans four creusé, 4h30. Mascarade de fosse et plantation de roses.
Chaque élément est confirmé par au moins 2 sources: expertise, observation, achat ou témoignage. Le crime est reconstruit jusqu'aux minutes et mètres. Maison, hangar, fosse, 3 points d'une ligne. Participants extérieurs n'existent pas. Accès, moyen et temps, chez 2 adultes dans la maison. Matériaux sont rassemblés en un paquet unifié. Étape suivante est formelle, mais décisive. Remise de l'affaire au tribunal où cette chronologie deviendra base du discours accusateur et sera vérifiée en séance ouverte. La réponse la donne le verdict. Avril 2006, tribunal à Bragança. Sur le banc des accusés, João et Inés Almeida. Accusation: meurtre sous circonstances aggravantes et complicité. Base probatoire, rapport numéro 45E, protocole d'excavation, chronologie de mouvement, déclaration de Thiago, expert entendu, biologiste, criminalistique, psychologue, justificatif, impression téléphonique, enregistrement d'interrogatoires examinés, tribunal fixe, motif établi par test de parenté, action, coïncident avec expertise, chronologie, confirmée par témoin. Verdict: coupable. Mesure pénale: João Almeida, prison à vie. Inés Almeida, prison à vie. Maisons et bâtiments économiques, sous arrêt. À Thiago sont accordées protection et tutelle. Partie juridique fermée. Suite, conséquences. Ce qui resta à la ferme après le verdict et comment vivent ceux qui virent cette odeur de mai. Après le verdict reste une question pratique. Que faire de ceux qui sont restés et du lieu où tout s'est passé? Réponse sèche, comme dans un aperçu. Sans émotion, seulement décision est donnée. Thiago Almeida est placé sous tutelle étatique. Contact avec les parents interdit par décision judiciaire. Pour lui, est organisé un cours de réhabilitation fermé, psychologue, régime, école au centre. Visite, selon horaire, sous supervision. Lignes séparées. Programme de protection des témoins jusqu'à la conclusion de toutes les procédures. Ces affaires de la maison, par inventaire. Nom de famille dans les documents ouverts n'est pas indiqué. La ferme de la famille Almeida est transférée en propriété étatique et réalisée par enchère. Nouveaux propriétaires enlevèrent meubles, démontèrent maisons et hangars. Fondations furent enlevées avec excavatrice. Terrain nivelé. Chemin vers les portes comblées avec gravier. Eau et électricité, selon nouveaux contrats. Anciens compteurs démontés. À la place de la cour, surface vide. Jardin retourné. Rose qu'Inès avait plantée au-dessus de la fosse comblée. Arrachée. Plate bande replantée. Ni panneau, ni signe commémoratif. Traces physiques de la famille Almeida sur ce sol ne restèrent pas. Suite l'histoire n'a que traces papier. Numéro d'affaires. Protocole. Expertise. Verdict. Odeur de mai. Dans déclaration des voisins. Rose. Dans liste d'inventaire. Tout le reste effacé jusqu'à la couche plane. Affaire fermée.